Nicolas Hotte, comment vas-tu? Mado, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Bah, très content d'être là. On a la chance de l'avoir. On a aussi l'actualité avec Benoît Saint-Denis, avec Baki et Doumbé. Donc, Baki et Doumbé, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que tu as appris sur ce combat entre ces deux hommes? Première des choses, toute la maturité de Bakil. C'est-à-dire que là, on pouvait avoir un point d'interrogation, c'était comment tu vas gérer cette pression, la pression d'avant-combat, la pression le jour du combat, quand tu arrives dans une arène, il y a 20 000 personnes qui scandent ton nom et t'es mort. Comment tu vas gérer le fait que tu affrontes un mec qui peut t'éteindre la lumière en un coup, et comment tu vas gérer tout ça? Et ce qu'on a vu, c'est que Baki, il avait la maturité nécessaire pour appliquer un game plan qui est compliqué contre un adversaire qui a un joker. C'est énoncé, il touche et peut éteindre. Et Baki, moi par exemple, on en avait discuté avec Baki, et le jab, c'est un élément qui est très dangereux contre Doumbé. Parce que dès que tu envoies un jab, lui, il a tant fait ça pour contrer. Et j'ai trouvé magique que Baki, il surexploite le jab, il l'exploite à mort, mais avec ce petit retrait presque de karatéka, un jab à distance, petit retrait, et du coup qu'il soit jamais à distance de se faire contrer. C'est-à-dire qu'on a certains des meilleurs kickboxeurs du monde pour affronter Doumbé qui savaient qu'il voulait le bras avant pour mettre le cross. Eux, ils l'ont fait, ils ont fait cette erreur, et Baki, il n'a pas fait cette erreur. Et aujourd'hui, on discutait sur Twitter où je rappelais aux gens que j'avais dit ça avant, que vous pouvez gagner un combat par les décisions. Nous, on en avait parlé Sur Instagram, sur Instagram, on avait parlé. plusieurs jours avant le combat, dinguerie. Tu m'as dit, avec les déplacements, Baki va embêter Doumbé. Et c'est ce qui s'est passé en fait finalement sur le premier round. Sur le deuxième round, Baki a récupéré avant d'aller démarrer pied au plancher Non, et puis, le troisième round. Sur le deuxième, il y a aussi Doumbé qui s'adapte. Il envoie plus de low kick, donc il se fait plus emmener au sol. Lui s'adapte, il commence à trouver des distances, donc le combat il se rapproche. On a Baki, je pense effectivement, qui fait un peu de jus. Et on a le troisième round qui commence. Et pour moi, début du troisième round, ce que je vois, c'est un Baki qui a la volonté de prendre les risques nécessaires pour gagner le combat. Et qui est prêt à accélérer, qui est prêt à aller chercher le single leg, on le voit dès le début. Et pour moi, Scoop, le moment où Doumbé il fait la pause sur les chars, bien évidemment qu'il ne veut pas que le combat il s'arrête. Il y a des gens qui disent oui, il cherchait un. Non, il veut pas que le. Par contre, pour moi, il veut récupérer un petit peu. Tu vois, je suis un peu filou, j'ai du métier, j'ai de l'expérience, il y a un truc. Ah, je vais peut-être m'en servir, ça va me permettre de récupérer un peu de jus. Comme ça, je peux repartir à fond et mettre KO. Parce que au troisième round, quand tu es fatigué, le knockout power, c'est pas pareil. Je pense que peut-être au troisième, il a les chardes, il se dit bon, ça peut me permettre de récupérer quelques secondes. Et puis finalement, l'arbitre Godard, il rigole pas avec personne. Pas avec personne. Et il faut savoir, les gars, que Godard, c'est quelqu'un de très très expérimenté. Ouais, c'est ça. Nous, l'enjeu, il est fou. On se dit, wow, comment il arrête le combat comme ça, Baki Doumbé. Mais le mec, la semaine d'avant, il est à l'UFC pour des combats pour le titre. La semaine d'après, il est pour lui. Donc lui, en vrai, pour lui, ça, c'est son quotidien. C'est le boulanger qui fait du pain. Il n'y a pas un pain c'est le même pain que tous les jours. Donc lui, en vrai, quand il arrête le combat, juste il fait son métier comme tous les jours. Un combattant ne peut pas arrêter le combat par lui-même. Tu veux arrêter le combat par toi-même, tu arrêtes le combat, fin de l'histoire. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai envie de dire limite, Doumbé aurait dû se poser, la retirer. Je pense que ça aurait même valu mieux plutôt avec l'expérience. En tout cas, Monsieur Godard en fait a assumé tard ses propos auprès du média La Sueur, en disant que si c'était à refaire, il aurait stoppé parce qu'en fait, Monsieur Godard ne peut pas enfreindre les règles. Donc, je ne veux pas dire le mot caché parce que justement c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est un monsieur, ce Monsieur Godard. Mais clairement, en fait, il a dit, il y a les faits et il y a ce que les gens font un petit peu, entre guillemets, à l'arrache. Donc, on parlait du combat, sur ce que tu avais appris, c'est vrai, tu parlais de maturité de Baki. Doumbé, ouais, on peut. Qu'est-ce qu'on a appris Doumbé, ça garde papillon. Les gens qui me suivent le savent, moi je ne suis pas un adepte de l'utilisation du jiu-jitsu brésilien sur le dos en MMA. Je trouve que c'est dangereux, je trouve que globalement c'est pas très adapté. Maintenant, la garde papillon, pour surélever et se relever, ça fait partie des rares armes qui peuvent être utilisées. Et là, franchement, c'est magnifiquement utilisé par Cédric pour gêner Baki, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas m'offrir. Si jamais il y avait une revanche un jour, ce serait à Baki de travailler sur
comment j'aplatis la garde papillon. Je pense qu'à l'entraînement, il ne s'est quasiment jamais retrouvé face à ce type de configuration parce qu'en MMA, c'est très rare. En MMA, on se relève de manière générale en passant par la position quadrupédie, donc on donne le dos, c'est à partir de ça qu'on se relève. Là, se relever de face avec la garde papillon sur l'avant, c'est beaucoup plus rare. Et donc, c'était rare, mais c'est bien fait. Bravo à Mehdi pour le travail. Bravo à Cédric pour le résultat du truc. Et puis, c'est un bon exemple de l'utilisation de ce brésilien en MMA. Et tout à fait. C'est intéressant parce que ça nous fera une belle transition. Parce que c'est aussi une des thématiques qu'on doit évoquer avec Nicolas Hott. En effet, Mehdi Ottman, c'est lutte à livrer, mais c'est aussi le jiu-jitsu brésilien. Donc clairement, là, Nicolas parle de sol MMA. Et vraiment, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite avec Tahar Jarbi, qui est assez expérimenté en ce qui concerne le grappling en MMA et aussi sur le MMA même. On a montré des situations très intéressantes. Tu as parlé de la carte papillon, c'est hyper intéressant. Ce que j'ai aussi apprécié et qu'on a appris avec Doumbé, c'est son adaptation. Tu l'avais dit tout à l'heure aussi au deuxième round, l'adaptation en fait. Donc c'est que au premier round, la lutte défensive a pu être un petit peu moyenne, mais à cause des kicks notamment, etc. Et aussi les très bons timings de Baki. Et au second round, il a pu s'adapter et avoir une belle lutte défensive. Grosse capacité d'adaptation, ouais. Mais ça, quelque part, on le savait parce que c'est ça le haut niveau. Et là, pour le coup, les gens disaient expérience, oui. L'expérience sur la capacité d'adaptation, ça a son importance, oui. Et l'expérience sur la capacité d'adaptation. Donc, son passif, en fait, dans Glory, donc champion du monde en kickboxing, est aussi transposable dans... Tu as donné un bel exemple, je crois. C'était quelqu'un qui... Ah non, non. Alors, je disais qu'il avait donné un bel exemple parce qu'il y a, vous savez, il y a un beau réel de Nicolas qui parlait de l'entraînement et de la compétition, sur le fait de marcher sur une poutre très haut, au bas, etc. Ouais. Vous irez la voir, vous comprendrez ce que je vais dire. Vous en profiterez pour vous abonner à Nicolas Hott. Nicolas underscore Hott ou Nicolas.Hott Ça dépend sur quel réseau. Parfois c'est Nicolas Hott, parfois c'est sparkfight.fr, mais c'est l'un des deux selon les réseaux. C'est l'un des deux. Donc vous irez regarder les reels et aussi vous abonner. Et pourquoi je faisais ce parallèle-là, même si ce n'était pas la bonne analogie, c'est que Doumbé, en fait, il a l'habitude de marcher en autre attitude, de traverser la poutre en autre attitude. Il l'a fait au Glory, en kickboxing, et là finalement ça s'est transposé. C'est ça. C'est ça. Lui, on savait qu'il allait arriver sans. Il avait la pression, je trouve, quand même. Moi, je l'ai vu dès la conférence de presse. J'ai vu beaucoup moins. En fait, pour faire des blagues, il faut être à l'aise. Tu vois, pour avoir de l'humour, il faut être à l'aise. Pour faire des vannes, il faut être à l'aise. Et j'ai trouvé qu'il avait plus de mal à chambrer, à vanner, à faire de l'humour à la conférence de presse qu'on a vu sur les vidéos. Donc je pense que, mine de rien, et le dit lui-même parfois dans certaines interviews, il dit « Moi je fais ça aussi pour mettre la pression, pour qu'il y ait un enjeu. » Et je pense que, mine de rien, quand il est arrivé le truc et qu'il a vu qu'il n'avait pas du tout... Sa confiance ne s'était pas du tout détériorée pendant tout le long, il s'est dit... Entre deux mots, tu l'entends le dire quand il dit les Tchétchènes, c'est des gens qui sont forts, qui ont connu la guerre, etc. Et qui... c'est pas les vannes de Cédric qui vont leur faire grand chose. Et tu sens que, en fait, c'est ce qu'il a senti à la conférence de presse. Et j'ai trouvé déjà qu'à la conférence de presse, c'était pas le même Cédric qu'on avait eu sur d'autres conférences de presse. Je pense à Murtel Renard, par exemple, et pas le même qu'on avait sur les vidéos, par exemple. Ouais, c'est intéressant et oui, quelqu'un de renseigné qui se regarde beaucoup l'actu, donc c'est intéressant de pouvoir t'avoir avec nous. C'est qu'il était sur clic en effet, Doumbé. C'est là où il a dit que les Tchétchènes, etc., les Algériens, les Turcs et autres ont un caractère fort qui fait que c'est pas Doumbé en fait qui va te déranger. Et clairement, on a vu Baki hyper serein. Ça c'est impressionnant. Tu en avais parlé de toute façon tout à l'heure au niveau de la maturité. Le Baki était mort, moi honnêtement, de la télévision. Je me disais waouh, comment arriver à absorber, ne pas montrer une once de. Je dirais. Si, de ne pas montrer, oui, comme le dit d'ailleurs Baki, les combattants de MMA sont des bons menteurs. D'ailleurs, on dirait pourquoi il a dit ça. Il a dit les combattants de MMA sont des bons menteurs. Donc les épaules, d'ailleurs, on avait l'impression que c'était de l'eau pour lui, cette pression. Et finalement, dans le combat, on l'a vu faire quelque chose qui était, selon son corner et selon lui-même, inhabituel. Donc, pour Baki, au contraire, ce premier round, on l'a vu très, très, très bien entrer. Quelle autre question j'ai à te poser sur ce combat? Si on peut parler du troisième round,
troisième round, donc pour apporter nous une plus-value par rapport à ce qu'on a pu voir sur les différents contenus. On pouvait s'attendre à quoi sur ce round de 3 et à quoi peut-on s'attendre sur une revanche? Qui a-t-il intérêt à faire cette revanche? Round 2-3, moi je t'ai dit un petit peu ce que je voyais dans ce début de round, c'est-à-dire un Baki qui mettait beaucoup d'énergie. Je pense que Doumbé aussi il était là il allait essayer de faire de son mieux. Je pense qu'il était un petit peu plus fatigué que Baki, mais en vrai, c'est difficile de savoir ce qui allait se passer. C'est-à-dire que encore une fois, je l'ai entendu sur Click où il disait oui, troisième round, j'étais en train de dominer. Non, c'était pas en train de dominer. C'était un troisième round. C'est le troisième round. Voilà. Boris Johnson t'a dit que le troisième round était incertain. Voilà. C'est un troisième round. On ne savait pas encore. Il s'était passé une minute, tu sentais que c'était électrique. Bien sûr. Tu sentais que... moi, j'ai senti que Baki mettait un niveau au-dessus en termes de physique et qu'il allait être prêt à prendre des risques pour gagner. Mais après, le reste, c'est vraiment très personnel, très subjectif de dire il allait se passer ça ou pas passer ça. Par contre, la question de la revanche, je pense qu'il y a deux questions qui sont en jeu. La première question qui est en jeu, c'est est-ce qu'il y a un intérêt sportif pour Baki de faire une revanche? Je pense qu'il n'y a aucun intérêt sportif et je pense que Cédric le sait. C'est pour ça qu'il fait une forte propagande en ce moment sur tous les réseaux et il utilise sa puissance de frappe médiatique pour essayer de vendre une histoire sur laquelle la plupart des gens, je pense, ont quand même du mal à adhérer parce que au final, l'histoire qu'il essaye de vendre qu'il n'a pas vraiment gagné le combat, si c'est un guerrier, je sais que c'est un guerrier, il va prendre la revanche, etc. Et lui, quand il dit ouais, je voulais aller à la décision, etc., c'est un peu contre l'histoire qu'il racontait à la base. Du coup, on a un peu du mal à adhérer à cette histoire. Donc, je pense que sur le plan sportif, on est tous d'accord pour dire que cette revanche, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que d'un autre côté, sur le plan financier et peut-être médiatique, elle peut avoir un intérêt. C'est-à-dire que sur le plan médiatique, ça peut intéresser des gens de se dire peut-être que si on remonte l'histoire, les gens vont retourner voir et peut-être qu'on peut remplir un endroit qui est encore plus grand. Et puis après, sur le plan financier, je ne sais pas quelle somme va être proposée à Baki, mais si c'est une somme qui est 20 fois supérieure à la somme que tu touches quand tu rentres à l'UFC, peut-être que Baki va se dire bon, je vais refaire encore un combat avant de rentrer à l'UFC et je vais faire le travail et les modifications nécessaires pour m'imposer, soit encore plus rapidement, soit avec la même stratégie, parce que je sais que je peux m'imposer avec la même stratégie. Nabil Takali, le préparateur physique il a vraiment dit ça ou pas? Oui, il a vraiment dit. 500 000, 1 million. Je crois qu'il l'a tweeté, un avis, je crois que tu l'as tweeté. Okay. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, donc 1 million, je crois, alors que je crois qu'Ngannou, 500 000, je ne sais pas s'il les a déjà touchés à l'UFC. C'était 600 000 pour son dernier combat. Mais après, c'est toute une histoire, parce que lui refusait de signer les contrats. Il aurait touché beaucoup, je crois, je crois 6 millions ou 5 millions s'il avait signé les contrats. D'accord. En tout cas, si c'est 500 000 ou 1 million, Nabil va falloir beaucoup passer à Yuma Foot dans mon réseau. Parce que là, chaque fois, on va se mettre du truc. Yes. Oui, tu sais, sur le troisième round, je reste un petit peu sur ma faim. Ah oui, ça faudra qu'on vous en parle, les gars. Les gars, mesdames et messieurs qui écoutez, on va, à mon avis, être dans une mise en situation. Donc, on verra, je pense, qu'est-ce qui aurait pu être fait. Donc, restez connectés, abonnez-vous. Benoît Saint-Denis a fait un gros premier round. Là, je spoil un petit peu. Donc, Benoît Saint-Denis a affronté en tout cas Dustin Poirier. Il s'est malheureusement incliné par KO, notre guerrier. Et j'aimerais savoir, pareil, je ne veux pas trop en donner parce qu'on va, encore une fois, faire des mises en situation et je veux aussi un petit peu regarder. Mais on va quand même on va quand même te tenir en haleine sur le sujet. Benoît Saint-Denis, qu'est-ce qui a été le facteur qui a malheureusement mené à sa perte? On a entendu parler de soucis de santé. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut placer le curseur entre la santé, entre la performance, etc. Bon, moi, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a effectivement le staphylocoque, on en a parlé, le staphylocoque, les antibiotiques, la fatigue qui est liée à ça, qui vont certainement diminuer dans les jours qui ont précédé le combat, peut-être dans le cutting. Il a fait beaucoup de cutting quand même, il a enchaîné les cuttings benoît, il a enchaîné les combats. Et peut-être aussi ses fonctions cardiovasculaires, les autres combats, elles n'étaient pas au niveau où elles sont d'habitude. Parce qu'il y a des antibiotiques, parce qu'il y a le staphylocoque. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, quand tu es combattant, ta force, c'est ta faiblesse. C'est-à-dire que Benoît, il a cette capacité incroyable à mettre
un niveau d'énergie. En gros, il est 100% dès le début du combat et il noie les gens avec son 100%. Et comme il a une très bonne lutte offensive et une capacité à aller dans le dos au sol très très forte, et ben, il a fait un premier round où on a l'impression que Dustin Poirier, à 2 minutes 30, Dustin Poirier dans le premier round, il est déjà mort. Et quand tu regardes Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, si tu es un mec qui ne connaît pas le MMA, tu as presque l'impression que tu as un débutant contre un professionnel. C'est-à-dire que la différence de niveau, elle est choquante quand on sait qui est Dustin Poirier. C'est choquant les coups qu'il lui met, comment il le dépasse, comment Dustin il a 2 doigts de taper, etc. Donc, Benoît, il a cette capacité de mettre une pression qui est incroyable parce qu'il donne tout. Et 2, à partir du moment où tu donnes tout, bah, tu fatigues aussi plus rapidement. Et si les mecs en face font les bons choix et qu'ils arrivent à temporiser un moment, tu te retrouves en difficulté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue technico-tactique, Dustin, il a fait quand même une grosse erreur qu'il a reproduite plusieurs fois, c'est d'aller chercher la guillotine. Il va chercher la guillotine, ça marche pas, il va chercher la guillotine, ça marche pas, il va chercher la guillotine, ça marche pas, il va chercher la guillotine, ça marche pas. Quand il revient dans le coin, il dit quoi? Il dit, Dustin, c'est pas ton niveau, mon gars. Arrête, non, il dit, arrête avec la guillotine. Ah, il lui dit ça. Il dit, J'aurais une lecture, moi, tout à l'heure sur ce sujet-là, mais... non, il dit, arrête avec la guillotine. Ouais. Arrête, défends. Moi, si je suis dans le coin de Dustin, je pète un plomb sur sa guillotine parce que je fais les stats. Je crois que Dustin, il a jamais soumis en guillotine et pourtant, chacun de ses combats où il perd par soumission, il tente la guillotine. Charles Oliveira, il tente la guillotine. Khabib, il tente la guillotine. Bah, pourquoi tu tentes la guillotine si à chaque fois, ça t'amène au sol et tu ne soumets pas les gens? C'est ce qu'on appelle, nous, un mauvais choix. Donc, il fait ce mauvais choix. Quand le deuxième round commence, il refait ce mauvais choix. Benoît, il accélère, il passe dans le dos. J'étais devant le PC. Et à un moment, je dis, Dustin, il a abandonné. Je dis, là, Dustin, il est en train d'abandonner. Il va le laisser l'étrangler. Je dis, là, ça y est, le combat, il est fini. Et je sais pas ce qui se passe. Dustin, il fait tac, 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 il bouge les hanches, il bouge le haut du corps. Et là, il arrive à sortir. Et là, pour lui, tu sens qu'il y a une lueur d'espoir et tu sens qu'il y a une fatigue énorme des deux. Et les deux, ils se retrouvent en face, en mi-distance. La distance de Dustin, dans laquelle Dustin, il a un punch de fou. Donc, c'est, il a mis KO Alvarez, il a mis KO Justin Gaethje, il a mis le nombre de KO qu'il a dans sa carrière contre l'élite de l'élite. Il est ouf. Il se retrouve dans cette mi-distance. Et là, il touche, boum, une première fois. Il touche, boum, une deuxième fois. Benoît aussi l'envoie, mais tu sens que Dustin, il touche bien à plat dans cette distance. Benoît, il rentre dans les jambes. Et là-dessus, alors je sais pas s'il y a, là je me rappelle plus de tête, s'il y a une phase où Benoît il rentre, Dustin il défend, et ensuite ils échangent quelques coups, Benoît il re-rentre, Dustin il repart sur la guillot, mais cette fois-ci elle est un peu plus placée, elle est au centre, Benoît il fait un mouvement circulaire, il sort de la guillot, et il se retrouve en face les deux, en mode statique. Alors sur ça, il me semble, alors, pour te retracer, il me semble qu'il y a eu alors, chronologiquement uppercut, Benoît qui rentre, ensuite je pense que ça ressort. Ensuite, je crois qu'il y a eu une frappe ou pas, mais en tout cas, Benoît rentre. Et là, comme tu l'as dit, guillotine, ça ressort. Et là, Benoît Saint-Denis est fatigué, manque de lucidité, et il ne récupère pas un peu loin. Il reste dans la mi-distance. Dans la mi-distance, et là, en effet, il y a le coup fatal. Voilà, et là, il prend les 2-3 coups de la fin. Là. Tout à fait. Et donc, Benoît, il a un niveau qui lui permet d'être élite. Élite dans la catégorie la plus dure de l'UFC, 70 kg. Il a une dépense d'énergie qui lui permet d'écraser n'importe qui dans un premier round. Peut-être que le seul truc qui lui manque pour être à ce niveau-là, en termes de réglage, c'est comment, à un moment dans un combat, je temporise suffisamment pour récupérer de l'énergie et repartir à la guerre. Et c'est un peu... Alors, tu vois, j'ai eu 2 discussions. Enfin, en discutant avec les combattants, j'ai eu 2 discussions. Il y a eu la discussion où je disais, c'est ce que Daniel lui dit. Il lui dit, arrête d'aller à la guerre. Et j'ai eu des combattants à qui je disais ça, qui me disaient, ouais, mais lui dire d'arrêter d'aller à la guerre, ça lui dit pas ce qu'il faut faire. Tu vois? Et ça ne veut pas dire qu'il a les outils pour pas aller à la guerre. Parce que parfois, tu n'as que les outils pour aller à la guerre et parfois, tu as l'outil pour gérer, te déplacer, attitude défensive, des esquives, des blocages. Et ça, c'est d'autres outils, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, ça, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Et quoi qu'il arrive, pour moi, hein, le step suivant pour Thomas, pour Benoît, c'est comment
gérer des moments de récupération dans un fight dans lequel il n'est pas en train de dominer tout le temps. C'est-à-dire, il y a des moments où tu ne domines pas. Comment tu récupères, comment tu te déplaces, comment tu as un système défensif qui te permet de bloquer, esquiver, parer et gagner du temps. C'est intéressant. Et Khabib, il était fort là-dessus. Si tu D'accord. réfléchis à ça, Oui. Khabib, Ouais, parce il que va circuler, il va rouler avec les frappes. avec etc. McGregor, regarde, il a avec récupéré Khabib. et là après d'avoir endormi. Khabib, il est hors distance. Ouais. Où il est machin. out, mais out. Islam, il est encore 10 niveaux au-dessus là-dessus, parce qu'en plus, il est gaucher, ça crée une distance qui est encore plus grande. C'est un gaucher qui tourne sur le côté ouvert. Donc, on sait toujours au gaucher de tourner sur le côté fermé, il tourne sur le côté. Donc, il crée encore plus de distance. D'accord. Donc, Islam trop fort là-dessus. Khabib aussi, très loin tout le temps, ou très près, ou très loin, et jamais dans la mi-distance. Maintenant, voilà. Ok, non mais intéressant. C'est là où je disais aussi ça pouvait être intéressant d'avoir la version de Daniel Warin et qu'il puisse aussi un peu nous donner des billes par rapport à ça, parce que en effet, donner comme instruction ne va pas à la guerre. Peut-être qu'à l'entraînement, certainement, il a été discuté de ce type de configuration et là, Benoît peut se connecter avec l'entraînement et dire quand on était dans ces considérations-là, où je ne devais pas aller à la guerre, qu'est-ce que je devais faire? Parce qu'ils l'ont certainement fait. Maintenant, est-ce qu'il ne fallait pas, de la part du coin, en fait, et notamment de Warin, pouvoir redonner ces instructions-là? Ça, c'est vraiment, je dirais que ce serait un team entre l'élève en tout cas, et le coach. Mais en effet, pour nous qui sommes téléspectateurs, en effet, ça aurait été intéressant peut-être d'entendre à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se faire. Et donc, en effet, là d'ailleurs, quelles pourraient être les armes de Benoît Saint-Denis par rapport à cela? Bon, on sait qu'il a un bon contrôle cage, maintenant il faut arriver à emmener la transition vers le contrôle cage pour pouvoir récupérer. Ouais, l'expérience, il y a le contrôle cage. C'est ça. Pour moi, il y a le déplacement. Le déplacement, c'est simplement, un déjà. outil de récupération. Le meilleur outil de récupération de cage, c'est le déplacement. À partir du moment où tu arrives à te déplacer, et sans te faire cadrer, sans te faire toucher, c'est un outil de récupération de malade mental. Pour les combattants un peu moins expérimentés, comment est-ce qu'ils peuvent justement travailler ces déplacements, sachant qu'ils vont être dans un cas de fatigue? Donc je vais reposer la question. Comment s'entraîner à être capable de se déplacer dans un état de fatigue lors d'un combat? En fait, et c'est marrant, c'est ce qui fait le lien entre la casquette d'entraîneur et de préparateur physique. On en appelle ça l'endurance musculaire locale, parce qu'en fait, ta capacité de déplacer, elle dépend de ta capacité sur les mollets, c'est très local, à être capable de rebondir pendant longtemps. Donc, tu as soit des exercices très très spécifiques de déplacement, les classiques, tu es sur un ring, soit tout seul, soit avec quelqu'un, tu mets quelques cônes et tu te déplaces dans ces cônes, ce qui se fait dans toutes les écoles de boxe anglaise, tu regardes l'école cubaine, tu regardes l'école... ou même tu regardes en boxe taille, ils vont mettre sur un pneu, ils vont faire ça. Dans tous les sports de percussion, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la corde à sauter. La corde à sauter, c'est quoi? C'est de l'endurance des mollets. C'est-à-dire que tu es sur les mollets et de l'endurance des épaules, mollets. Donc ça, c'est en non spécifique, entre guillemets. Le moins spécifique, c'est la corde à sauter, le footing ou les exercices où tu rebondis sur les pneus, par exemple. Ensuite, un peu plus spécifique, c'est du déplacement dans la cage ou dans le ring, dans lesquels tu es en train de faire ton shadow et déplacement. Donc là, c'est encore une fois, tous les sports font ça depuis des milliers d'années, mais parfois on le perd et parfois on l'oublie dans des disciplines récentes comme le MMA. On dit, ouais, le shadow, ouais. Bah non, le shadow, c'est ce qui permet à chaque fois, endurance musculaire locale des épaules, j'ai tout le temps ma garde, mais attention, c'est un shadow concentré sur le déplacement, concentré sur la garde, concentré sur la posture. Et puis après, en très spécifique, on fait des sparring, t'es fatigué, vas-y, tu tournes. T'es sparring, mais là, tu as 30 secondes ou une minute dans lequel tu ne dois pas prendre de coup, tu dois bloquer, tu dois machin. Nous, par exemple, à l'échauffement, un truc classique qu'on fait, il y en a qui a un jab, ou il y en a qui a bras avant, bras arrière, ou bras avant libre, enfin, tu vois, il y a plein de thèmes différents. Et l'autre, il a juste déplacement, blocage, parade, esquive. Tu vois? Et dans ces déplacements, lui, il a juste ça, déplacement, parage, blocage. Et maintenant, quand tu veux rendre la situation un peu plus réaliste, tu fais la même chose, et tu dis, toi, qui a que la défense, tu as la défense, mais tu as 2-3 cartouches. Tu as 2-3 fois où tu peux envoyer un contre à tout moment. Et ça, juste les 2-3 contres, ça permet à celui qui envoie les coups d'être pas trop relax non plus. Pour que lui travaille. Donc lui, il travaille, il n'est pas trop relax parce qu'à tout moment, il sait qu'il peut prendre un coup. Et l'autre, il joue sur les feintes, cadrage, blocage, boum, esquive, hop, et il essaie de varier sur les trucs. Et quand tu mixes les deux, tu mixes les trois, parce que parfois les mecs, ouais,
Nico, il m'envoie des messages sur Twitter, sur Insta. Nico, je dois faire de la corde, ou je dois faire des déplacements en ring, ou je dois faire du shadow, ou je dois faire du sparring. Ah non, en vrai, tu dois faire de tout. Maintenant, ce qu'on doit faire le plus, c'est les situations les plus spécifiques, parce que c'est ce qui a le plus de transfert. Donc, plus de sparring, c'est toujours mieux, sauf qu'on ne peut pas faire du sparring tout le temps. Donc, il y a des moments où on fait. Sauf Tar, Gervais et Rayat. Ouais, mais pourquoi ils peuvent? Et eux, ils sont très intéressants. Ouais. Parce qu'ils font du sparring à 60% ou 70%. En vrai, ils font quasiment jamais. Tu les regardes bien, ils sont jamais en train de s'allumer. Par contre, pap, c'est relâché, boum, ça touche. Pop, 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 pop. Bah, du coup, ils peuvent faire énormément parce que il y a suffisamment d'amour entre eux pour que le sparring ne dégénère jamais dans l'ego et la force. Et quand bien même parfois ça va fort 2 rounds sur 10 rounds. Et du coup, bah, ils ont maximisé. Moi, le moment où ils ont commencé à se réunir et faire ça, et tard, il y a Mehdi Saadi et il y avait Ryan, le moment où ils ont fait ça, leur niveau il a explosé. Parce que tous les jours, ils faisaient, je sais pas, 10 rounds de sparring MMA, 10 x 5, sur des mecs qui étaient forts. Et donc, tu avais Mehdi qui était le plus fort au sol, tu avais Tar qui était le plus fort en lutte, et tu avais Ryan qui était le plus fort en boxe. Et donc, chacun faisait progresser l'autre sur un aspect, parce qu'ils faisaient les sparring ensemble, et ils enchaînaient les sparring, et comme ils faisaient tous les jours, qu'ils n'avaient pas envie de se casser la tête avec autre chose, bah en fait, et à la fin, est-ce qu'ils font au début, tu as vu ce qu'ils font? Un petit peu de répétition technique. Une fois qu'on a fait tous les sparring, on fait 3-4 rounds de 10, je rentre comme ça, je boxe, je rentre comme ça, je défends comme ça, je fais ça. Bah, quand tu additionnes ça, en vrai, c'est une méthode simple, mais ça marche très très bien. Là, on voit clairement. Hyper intéressant. Donc, pour les combattants, les moins expérimentés à plus expérimentés, il y a vraiment matière à réfléchir. Vous voyez, on parlait d'un combat qui a fait 2 rounds, mais on arrive sur des situations et des façons pour nous de travailler ou d'enseigner. Et en effet, par rapport à Benoît Saint-Denis, il travaillait un moment sa boxe anglaise avec un coach, un coach cubain en plus. Et Daniel Warin évoquait le cas justement à Benoît. Benoît roule avec les frappes, etc., travaille, etc., sur tes esquives. Et en effet, peut-être que c'est un manque de lucidité qui nous a empêché de voir cette version aussi de Benoît Saint-Denis, mais en effet, ça aurait été très intéressant. Ce qu'on disait encore une fois, ça parlait des qualités techniques, et enfin, tu vois, c'est... Tout à fait. Et sur le premier round, tu as bien fait de le répéter. Les gars, soyez objectifs. Benoît Saint-Denis a roulé sur Dustin Poirier au premier round, y compris en boxe anglaise, les gars. Y compris. Donc, c'est là où on voit que la question de la lucidité et la gestion des temps faibles. Alors, qu'est-ce que je vais appeler temps faibles? C'est en tout cas le moment où on va être fatigué. Ouais, des temps de fatigue, ouais. Ah, les temps de fatigue. Donc, c'est la gestion de la lucidité. Le temps faible et additionné pas loin au Fight IQ parce que c'est connecté à tout cela. Va vous permettre de gérer la situation. Et là, au deuxième round, malheureusement, tout cela a pu manquer pour les raisons que Nicolas a pu évoquer. Et au premier round, et Poirier, je crois, l'a dit, je crois, en conférence post-fight, il a dit, j'en ai pris plein la tête dans le premier round. Il a dit que c'était dur. Il a dit que c'était dur. Donc, plus plein la tête, je ne sais plus, mais en tout cas, il a ramassé en tout cas au premier round. Et ça, on le voit, Benoît Saint-Denis qui avance avec ses trajectoires assez particulières qui lui appartiennent. Et Benoît Saint-Denis, c'est mon fameux téléphone, les gars. Et Benoît Saint-Denis qui, pour ses comptes Twitter, ils savent, c'est pas drôle de... Les gars, explosez les vues sur YouTube. Avec la monétisation, vous allez avoir une qualité de vidéo qui va augmenter, vous allez voir. C'est ça. Et là, d'ailleurs, il nous sauve la vie. L'homme à tout faire, Nicolas, c'est avec son équipement là qu'on est en train de filmer. Une partie, hein. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais oui, les temps faibles, gestion de temps faibles, lucidité, etc., c'est une chose. Mais sur le premier round, avec son jeu qui est d'aller vers l'avant, moi ce qui m'a et son jeu vraiment le plus chez Benoît, c'était le jeu au sol qui t'avait ouais, les transitions, il a eu deux, je sais pas, 3 fois. Moi, 3 fois. Il a monté une fois et le dos 2 fois, je crois. Moi, ce que je fais après les combats, j'ai eu un week-end de ouf, j'ai pas arrêté d'enchaîner la semaine dernière à cette semaine et tout. Donc je télécharge les combats et ensuite je découpe toutes les actions qui sont intéressantes. Et donc pour Benoît, c'est ce que je vais faire. Je vais découper toutes les actions intéressantes et quand j'ai vraiment des modèles que moi j'enseigne dans mon club et sur lesquels je veux qu'on soit très fort, ensuite j'envoie à mon groupe de tous mes élèves où je leur dis voilà les gars ce dont je vous parle et ce qu'on va taffer. Voilà comment ça se passe en combat. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec ces judo contre Merab. C'est ce que j'ai fait sur un autre combat de lutte. Les deux noms m'échappent, mais sur un combat qui était incroyable de lutte à l'UFC. 70 kilos, hors lève, je crois, en love, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. Tueur à gage. C'est ce que je fais régulièrement dès que je vois un combat sur lequel il y a toutes les formes de corps dont je parle et que je découpe et j'envoie tout pour montrer aux gars, ok,
au plus haut niveau, dans les catégories les plus riches techniquement. Voilà les gars comment ils défendent, voilà comment nous on doit défendre. Et c'est ce que je fais aussi après en retour sur les combats. C'est-à-dire qu'après un combat, par exemple avec Nas, je vais découper et je vais dire, tu vois, ça, ce moment-là, ça c'est à cause de ça qu'on a eu ça. Ou ça, ça on aurait pu gagner, mais par contre, tu as fait ce choix, moi j'aurais aimé ce choix-là. Et donc, découpage vidéo. Je vous le dis, les gars, pour faire très très simple, vous pouvez acheter des instructions notes, si vous voulez. Vous pouvez regarder des vidéos de coach qui expliquent les techniques, si vous voulez. Votre axe de progression le plus grand, regardez les combats au plus haut niveau, UFC, titre, ou un peu en dessous du titre, dans les catégories les plus chaudes, 61, 66, 70, 77, 84, montez jusque-là, et isoler les phases. Comment il défend la lutte, comment il strike, comment il passe au sol, comment il remonte debout, etc. Et isoler les phases sur lesquelles vous voulez travailler. Et ensuite, essayez à l'entraînement et corriger en fonction de vos sensations. Meilleur moyen de progresser. Je partage absolument cet avis. C'est à la fois empirique et théorique, mais j'ai envie de dire surtout empirique. Hein. Ouais. C'est surtout empirique parce que dans ce qui est sur la partie empirique, donc, il vient de dire, et je ne vais pas tout répéter, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Et voit ce qui se fait. C'est bien beau, je ne vais pas montrer ici là un passage de garde. Ok, mais c'est parce qu'il était placé d'une certaine façon, moi je me suis mis d'une certaine façon, il y a des choses qui n'ont pas forcément été évoquées avant, donc l'engagement ou le setup, etc. Tandis que quand vous êtes sur un combat réel qui s'est passé au plus haut niveau, l'adversaire en face ne veut pas. Et Madou, il y a des trucs qui se font pas. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Le passage de garde, la garde papillon en faisant l'hélice. Oui. Moi, je vois je sais pas combien de coachs, je vois des vidéos de coachs de JP qui font ça. Ça n'existe pas en MMA. Ça n'existe pas. Rappelle-moi la dernière fois que tu avais un passage en hélice sur une garde papillon. Ça doit être ça, ça. Ouais, le petit truc, ouais. Donc là, vous ne le voyez pas, mais en gros, il y a les deux jambes ici, hop, je passe là, je suis là, et là, je vois ce que tu fais. Ça n'existe pas en MMA. Parce que ici, je suis bien en MMA. Encore une fois, je suis en MMA, je vais dans ta garde, je suis bien. Je te mets des frappes. Je transpire, j'ai pas d'agrippe, si je suis bien placé, je gagne le combat juste en se mettant dans ta garde. Maintenant, je veux avoir encore moins de risque de soumission, j'appuie sur ta jambe, demi-garde, Jean-Saint-Pierre il a fait ça toute sa carrière, Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, je me mets en demi-garde, je stature ta hanche, frappe de ce côté-là, il n'y a pas. JJB, les points font que demi-garde, ça vaut moins que la croix. En MMA, c'est mieux d'être en demi-garde, je te conserve plus facilement qu'en croix. En croix, tu peux bouger, quadrupédie, tu te relèves, tu mets de l'espace. Non, en demi-garde, j'ai ta jambe qui est accrochée, boum, je peux te taper, c'est très dur pour toi de te relever. Dans la garde, très dur pour toi de te relever. Si j'étais dans la garde, c'est super dur pour toi de te relever. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des choses qui sont valorisées dans certains sports de combat ne sont pas valorisées forcément dans d'autres sports. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la logique interne du MMA et comprendre comment en MMA, par rapport au temps, 5 minutes, par rapport au niveau de développement physique, très physique les gens, par rapport au fait qu'il y ait de la transpiration, par rapport au fait qu'au moment où tu arrives au sol, il reste combien 2 minutes de combat, tu transpires, t'as pas d'accroche parce que t'as même pas de rash guard, c'est même pas, t'as pas de kimono, t'as même pas de rash guard, ça glisse, tu vois, t'as pas de chaussures, c'est pas comme la lutte. Et du coup, il y a des choix techniques qui sont à faire. Et les choix, globalement, en MMA, le choix, c'est d'aller chercher la quadrupédie, la tortue, on appelle ça aussi, d'aller défendre les mains et de se relever à partir de là. Parce que le scoring fait que tu gagnes quand tu fais ça. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de cela, j'avais oublié tout à l'heure un détail qui était intéressant. Tu sais, on était sur un thème qui était Baki contre Doumbé. J'avais apprécié l'adaptation aussi de Baki. Donc on a vu à la fois les adaptations de Doumbé, ok, mais l'adaptation de Baki, c'est qu'à un moment, il a forcé justement cette demi-garde. Donc il était en butterfly de Doumbé. Et il est passé en demi. Après, malheureusement, il n'a pas pu créer beaucoup de dégâts parce que là, Doumbé était assez intelligent aussi pour enrouler, pour bloquer les bras. Mais en tout cas, c'était une des phases. J'avais même vu qu'à l'entraînement, Doumbé, il travaillait sur la clé de coude à partir de la demi-garde en dessous. J'avais vu pour Boris. Ah, d'accord. Ouais, la clé de coude. Donc, ouais. je vais en demi-garde ici, moi je fais ça et je fais ça. Et mais les deux mains, il faisait ça. Et j'avais vu qu'il l'avait fait contre Boris. Je vais pas taper les gars, c'était juste pour la simulation. Pas encore, il n'a pas encore tapé. mais j'avais vu qu'il avait fait ça contre Boris.
Ok. Mais après, je m'étais dit, non, c'est pas forcément dangereux parce qu'en fait, il suffit que Bakri mette le bras au bon endroit. Suffisamment bas, en fait, il n'y a pas de risque. Donc, il y a un risque en demi à ce niveau-là. Ouais, si tu es en demi bas, il n'y a pas de risque. D'accord. Il y a un risque quand tu remontes trop. Mais le bon contrôle de la demi, il est au niveau de la hanche de toute façon. D'accord. Donc, en vrai, j'avais compris qu'il n'y avait pas de risque là-dessus. Il n'y a pas de risque dessus. Intéressant. Sachant que, ok, donc on a discuté un petit peu des moyens pour les combattants d'apprendre. Et aussi, on était sur Benoît Saint-Denis et le fait qu'il ait roulé au premier round. Ouais, bien sûr, il y a des différents avis. Ok, oui, tu donnes tout au premier round, mais c'est un 5 rounds et c'est un marathon, donc attention. Mais ça reste la force. C'est la force de Benoît Saint-Denis. Voilà, faut arrêter, exactement, faut arrêter de toujours vouloir donner en fait. Alors donner des leçons, alors c'est pas tellement la question parce qu'on est tous parfois assis sur le canapé ou assis à vouloir en tout cas être constructif. Mais je veux dire, il faut être objectif sur cette question-là. Et quand Benoît Saint-Denis le fait contre Thiago Moses, il n'y a personne pour le nourrir. Quand Benoît Saint-Denis le fait contre Miranda, il n'y a personne pour. Et il y avait aussi un autre super combattant qui l'a battu. On a les qualités de ses défauts. Ses qualités de ses défauts. Donc, et tu l'as dit, il a eu le dos. Donc ça, c'était le sujet dont on discutait. Il a eu le dos. Et Poirier, ok, il a défendu, etc., avec le menton et autres. Mais on rappelle que... c'est à ça, hein. La victoire, elle est à ça. Elle est à ça. Et Dustin Poirier a souvent abandonné, notamment dans les combats pour le titre, lors de prises de dos. Donc, et après, des adaptations à faire, c'est sûr, mais le travail, oui. Donc Benoît Saint-Denis, ok. Quelle suite pour Benoît Saint-Denis quelle suite? Je sais pas. Il y en a qui parlent de Fiziev, il y en a qui parlent de Gamrot, il y en a qui parlent, je pense que c'est dans ces eaux-là. Et quand tu le vois et quand c'est marrant quand, je pense que c'est bien, déjà il a fait une grosse année, il a fait une année malade mentale, il a fait je sais pas combien de cutting, je sais pas combien de camps d'entraînement. Là tu prends presque un double knockout, tu vois, parce qu'il prend le coup, pour moi il est déjà KO, l'arbitre il dort. La vitesse de déplacement de l'arbitre, je trouve ça, j'ai regardé 10 fois la vidéo, je me dis mais c'est abusé comment il se déplace lentement. Et il voit Dustin Carl, que Benoît il est déjà KO. Il voit et je me dis, il se précipite même pas. Le deuxième comme ça, il est méga dangereux. Et du coup, non, je prendrais un vrai temps. En plus, Benoît, il a sa famille, il a sa femme, je sais plus si c'est une petite fille ou un petit garçon. Mais en tout cas, tu vois, je prendrais du temps. Je passerais du temps, un vrai temps de repos, tu vois, 2, 3 semaines, un mois. Après, je referais tranquillement l'entraînement. Et puis après, je prendrais une date, tu vois. Là, on est en février, peut-être une date. Après, ça dépend, c'est peut-être même un retour à l'UFC Paris. Tu vois, ça pourrait peut-être même un retour à l'UFC Paris. C'est pas abusé de se dire. Après, s'il veut combattre plus tôt, peut-être un retour en juin pour recombattre ensuite à l'UFC Paris. Mais juin, finalement, c'est pas très loin. On est quoi? Mais déjà, on est en mars. On est quasiment mi-mars. Donc, tu as avril, mai, juin, ça fait que 3 mois. Protocole commotion, c'est 90 jours normalement. Tu vois. Donc, juin, normalement, en théorie, c'est trop tôt. C'est-à-dire que si Benoît, il attend, disons que c'est en septembre, l'UFC Paris, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il attend 6 mois, c'est pas dégueu. Tu vois, c'est pas dégueu 6 mois. Et dans les 6 mois, peut-être il a 1 ou 2 mois avec un peu moins d'entraînement. Et puis après, il a 4 mois, 2 mois où c'est vraiment du travail de progression. Et puis après, 2 mois un peu plus spécifiques sur l'adversaire pour les donner à ce moment-là, tu vois. D'accord. Attendre de démarrer un camp. On va dire un camp va durer 2 mois. S'il veut être sur l'UFC Paris, encore une fois, c'est cette logique. Mais pour moi, Benoît, Nas, Cyril, Manon, c'est sûr qu'ils doivent être sur l'UFC Paris, tu vois. C'est les 4 pour moi qui sont non négociables. Et puis après, le reste, oui, en fonction de la place, etc. Mais pour moi, Benoît, imagine, UFC Paris, Cyril, Nas, Manon, Benoît, déjà rien que t'entends ça, on achète où? C'est où les tickets? T'as déjà envie d'acheter ta place, tu sais même pas les adversaires, tu sais même pas, t'as déjà envie. Puis après on met les autres Français, et après on met... Et magnifique. Tout à fait. Moi j'ai une lecture et ce sera bien de faire des mises en situation. On aura l'opportunité, donc restez connectés encore une fois. Abonnez-vous parce que comme l'a dit Nicolas, on va pouvoir passer à des versions supérieures de téléphone. Donc on a besoin de becter, c'est ce que disent les chaînes.
On fera une mise en situation. Moi, j'ai une autre lecture personnellement sur les guillotines. Ouais. Arrête. Tu sais, moi, je suis un fan des guillotines. moi, je suis un fan de guillotine. C'est-à-dire que j'ai gagné beaucoup de combats par guillotine. C'est mon arme. Je suis prévenu, les gars. Ouais, là, t'es prévenu. C'est mon arme fatale, la guillotine. N'importe qui Mais pourtant, il sait que c'est mon arme fatale. Donc, Mais quand dis- je te dis ça, Ouais. c'est pas, je te dis pas ça de quelqu'un qui aime pas la guillotine. Je te dis ça d'un point de vue de statisticien. Moi, je pense qu'à un moment, l'émotionnel, c'est j'aime bien la guillotine. Le statisticien, c'est OK. Dustin, viens, on fait une pause. Combien de fois dans ta carrière, tu as tenté la guillotine? Ok, tu as tenté la guillotine 30 fois dans ta carrière. Ok, il a au moins tenté 30 fois, parce qu'il le tente à chaque fois. Ok, sur les 30 fois dont tu l'as tenté, combien de fois tu as réussi? 0 fois. Je crois que lui, c'est 0. Je sais pas, j'ai pas fait les stats, mais je crois que c'est 0. Ok, donc 30 tentatives, 0, ok. Est-ce que, parce qu'on va plus loin dans la réflexion, est-ce que tu as réussi 0 fois, mais qu'à chaque fois tu arrives dans une position qui est dominante? Ou est-ce que tu arrives à 0 fois et à chaque fois tu es dans la merde? Et quand tu es dans la merde à chaque fois, parfois, de ce choix-là, le truc d'après, c'est que tu te fais soumettre. Khabib contre Dustin. Il force sur la guillotine. Au moment où Khabib il sort, il fait demi-garde, croix, dos, boum, il le soumet. Donc, il y a un moment, tu kiffes une technique magnifique. Contre qui ça passe? Si ça passe jamais, fin. Moi, je te mets dans les techniques, liste rouge. Et crois-moi, j'ai plein de combattants, ils ont des techniques, c'est liste rouge. Tu la kiffes? Magnifique. tant que tu m'as pas convaincu que ça valait le coup que tu la sortes, ne la sors pas. C'est vrai que, bon, avant que je reprenne faire l'avocat du diable, entre guillemets, c'est vrai que Dustin Poirier a sorti un mème sur Twitter où ça démontre bien qu'il en a abusé, quoi. Où il en a abusé, vous pourrez voir sur le compte Twitter de Dustin Poirier, où il a parlé de cette guillotine où en fait il la spam, quoi. Mais sur la dernière défense de guillotine, intéressant, parce que Poirier, Parce qu'il tombe pas. parce que BSD, ouais, parce qu'il tombe pas. Donc, J'adore. Ah, parce qu'il tombe pas. Oui, Guillotine, oui, tu oui. tombes pas, Ouais. magnifique. Ouais. Guillotine, tu tombes. Oui, guillotine, tu tombes, c'était abusé. C'est vrai que c'était abusé. Et en plus, début de combat. Après, bon, il a quand même mis dans un bourbier quand même. Début de combat, tu dois faire quoi? Tu défends. Tu défends. Bien sûr. Tu défends. Non, tu peux pas te permettre d'aller sur Ensuite, le dos, quand tu tu perds défends, des qu'est-ce points. qu'il fait? Le mec, qu'est-ce que tu fais quand tu défends? Quand tu défends, il va plus loin. Quand il va plus loin et qu'il est fatigué, boum, tu verrouilles. Mais tu fais guillotine, bah, mec, il est OK, on va au sol. Et en plus, même techniquement, on verra ensemble. Ouais. Techniquement, elle n'est pas juste sa guillotine. L'épaule, elle doit être au-dessus du cou. Il fait une guillotine, l'épaule, elle est là. Donc il y a ça. Ta guillotine, elle est là, ton épaule, elle est au-dessus du cou. Le truc qui passe là, Oui, la tête, elle sort. en effet, BSD sur Il les est là, carrés, il voit. il a Il est là, et BSD, il fait ça, boum. L'épaule, elle est trop loin. L'épaule, elle doit être là, au-dessus du cou, elle doit peser. D'accord. Et cet avocat, coach de JB de Benoît Saint-Denis, avait dit qu'ils allaient être plutôt relax sur ce cas-là. Après, en effet, des fois, ça peut être un petit peu bourbier, mais quand même, en effet, Benoît Saint-Denis était préparé à défendre ses guillotines et au contraire même à plus que défendre, c'est en fait peut-être même y aller parce qu'on sait que Ok, on n'avait même pas peur. il n'en avait même pas peur. J'ai pas senti Il en avait de pas peur. doute de Benoît là-dessus. Hein. En effet. Et sur la fin, en effet, là où il y a la guillotine qui était un peu embêtante, c'est vrai que d'abord, c'est aussi du MMA, les gars. C'est-à-dire qu'il a déjà été touché, malheureusement. Donc, quand vous êtes touché, C'est ça. vos contrôles, etc., vont être C'est ce qu'on moins. dit. La fatigue est là, t'es déjà touché. Là, peut-être tu la passes ta guillotine. Tout à fait. Je peux l'entendre. Parce qu'en effet, et on fera Jiu-Jitsu s'il y a Reja, donc le Jiu-Jitsu dans la fameuse cage. Jiu-Jitsu transition MMA, tout à fait. Ouais. Et on évoquera forcément cela. Là, il vient de le dire, Nicolas, concéder, quoi qu'on en dise, même si je vous ai dit, et on verra dans les mises en situation où j'ai trouvé quand même que Poirier a mis un petit peu en alerte Benoît Saint-Denis, quoi qu'on en dise, terminer sur le dos, et factuellement, quoi qu'on en dise, terminer sur le dos, c'est pas bon, et factuellement, Dustin Poirier a perdu des points et s'est fait rouler dessus en premier round. C'est un 18 ou un 19? Je sais pas. Ok, donc 18, c'est vraiment outrageant. 19, c'est avoir marqué plus de points. Et en effet, on serait entre les deux. Ouais. 18 et le Ouais, et c'est le pas 19. choquant. Le 18, il est pas choquant. N'hésitez pas à suivre Smart Fight Nicolas Haute qui a beaucoup de casquettes, c'est ça qui est intéressant. Donc à la fois entre coaching. Donc d'ailleurs,
Je vais énumérer et on va lui demander quel titre en fait est-ce qu'il a, quel titre. En vrai, pour moi, c'est la même chose. La même chose. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire que toi, tu vas dire c'est plusieurs casquettes, mais en vrai, la fonction d'entraîneur, entraîner, elle m'impose à comprendre ce que c'est la préparation physique, être prêt physiquement. Elle m'impose de comprendre comment, dans la préparation physique, la nutrition, elle est vitale. Et du coup, toi, tu vas dire c'est plein de casquettes, mais pour moi, c'est juste une casquette, c'est la performance. C'est comment on fait pour être le plus performant possible. Et comme il y a deux choses, il y a comme un, c'est ma passion, et deux, c'est mon métier. Pendant longtemps, entraîneur, c'était pas un métier. Tu étais plombier, et le soir, tu allais entraîner dans le club. Tu prenais le mec, il va le soir, il fait son truc. Ou le mec, il travaille chez EDF ou la RATP ou machin, et le soir, il va truc. Moi, ça fait 10 ans, c'est mon métier H24, c'est-à-dire du début à la fin de la journée, je ne fais qu'entraîner. Et du coup, quand c'est ton métier H24, finalement, comprendre un peu toutes les problématiques de la performance, c'est-à-dire la partie préparation physique, la partie entraînement et la partie nutrition, c'est pas fou en fait, c'est juste tout va de pair, tu vois. Et donc, effectivement, c'est différents noms, mais pour moi, la casquette principale, la vraie casquette, c'est entraîneur. Dans cette casquette, il y a la préparation physique. Et dans la préparation physique, il y a la nutrition. Et donc, en fait, tout est regroupé dans la fonction d'entraîneur, de préparer au combat, préparer à la compétition. Préparer à la compétition, préparer au combat, préparer à la performance. Et préparer à la performance, Tout à fait, sachant que la performance, c'est il a parlé de compétition, il a parlé de monsieur tout le monde. Ouais. On a besoin d'être performant aussi pour aller au travail, pour se tenir, pour toute chose. Donc, merci pour votre écoute. Et les gars, Lethal, Twitter est super actif, c'est charmé. Maintenant, il débarque sur YouTube, il faut donner un max de force. Sur Insta, il est là, mais c'est Twitter et YouTube surtout. C'est ça. Twitter, il est déjà là. Merci. Et là, YouTube, il est en train de débarquer. Et ça va être du lourd. Donc, on s'abonne, on like, on commente, on partage. On donne la ce fort. Let's go. Et déjà, tout ce que vous voulez voir en mise en situation. Dites-nous ce que vous voulez voir. On sait déjà, nous, mais dites-nous et on va être. Ce sera un On va vous plaisir dire tout ça, les gars. de vous donner. Merci. Merci beaucoup.